Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, bienvenue pour l'ultime épisode du débrief de la saison 2024-2025 qui aura été haute en couleurs et riche en événements. C'est un épisode forcément spécial que je vais commencer par les remerciements. Merci d'avoir été présents tout au long de cette saison à nos côtés. Ça a été un vrai plaisir une fois encore de vous raconter ce qui s'est passé sur les différents terrains. Voilà, les remerciements s'arrêtent là pour l'instant, on y reviendra en fin d'émission. On va attaquer le vif du sujet parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux dans ce dernier épisode, vous le voyez. Ici, on est du côté de Vire, le stade Pierre-Comte qui se vide derrière moi. Vire qui jouait un match d'importance pour tenter d'accrocher la montée. Mais c'est par la catégorie, la case nationale 2 qu'on va commencer cet épisode. Le National 2 qu'on va ouvrir évidemment avec l'US Granville qui jouait ce week-end à domicile contre Saumur. Le match de sa survie, il fallait à tout prix gagner pour les Corsaires et dans le même temps espérer que le stade Poitevin ne s'impose pas face à Dinan-Léon. Voici pour vous en grand format les grands événements de cette soirée pour les Granvillais. La donne est relativement simple pour l'US Granville à l'abord de ce dernier rendez-vous contre Saumur, une autre formation relégable. Il faut à tout prix faire un meilleur résultat que Poitiers qui affronte Dinan-Léon dans le même temps. Si Dinan-Léon réussit à tenir en échec les Poitevins et que ça fait match nul, eh bien les Granvillais doivent l'emporter. Et si Poitiers s'incline, les Granvillais qui peuvent se satisfaire d'un match nul, mais c'est la victoire que veulent les hommes de Mathias Jouan. Ça commence plutôt pas mal cette soirée puisque Dinan-Léon ouvre la marque du côté du stade Poitevin. À ce moment-là, l'US Granville sort de la zone rouge. Il y a un sauvetage miraculeux de Sofiane Amar puisque Saumur doit se maintenir aussi. Le stade Poitevin qui ne tarde pas à égaliser néanmoins et qui replace Granville dans l'obligation d'ouvrir la marque. Et ça va plutôt bien tourner en faveur des Manchois puisque sur cette action, l'arbitre signale un penalty dont va se charger Sofiane Amar qui prend son adversaire à contre-pied à la 32e minute. La voie qui s'illumine pour les Corsaires, les voilà à nouveau sortis de la zone de relégation. Sofiane Amar qui peut exulter, les Granvillais qui se mettent désormais en quête de doubler la mise. Félix Lay est en excellente position, malheureusement il vient buter sur le gardien de Saumur. On en reste à 1-0, ce sera le score à la pause. Pour l'instant, à ce moment-là, le stade de Louis Dior peut serrer le point. Granville réussit sa part du contrat. Il va y avoir un important fait de jeu à la reprise du match avec deux exclusions à la reprise, donc dont celle de Sofiane Amar. On va jouer la deuxième période à 10 contre 10. Cela n'empêche pas les Granvillais de se montrer encore et toujours offensif et d'être récompensé. Makan Sidibé à la 69e minute qui réussit le but du break. On croit plus que jamais désormais au maintien, mais pour cela il faut à tout prix que le stade Poitevin ne marque pas, que Granville tienne son avance, mais Emmanuel Bourgault relance un petit peu de suspense, l'ancien Damien qui place un penalty hors de portée de Paul Rollet de 1. Louis Dior se remet à trembler, d'autant que Saumur passe tout près d'égaliser. Ça tient, ça passe pour l'instant pour l'US Granville qui veut se mettre à l'abri. Cette frappe qui est repoussée finalement. La mauvaise nouvelle, elle vient du stade Poitevin. Elle tombe comme un coup de massue sur les Granvillais qui mènent désormais 3-1 avec 2 buts coup sur coup. Qu'importe ce que vont faire les Granvillais désormais, la victoire ne va plus suffire. On se met à l'abri grâce à Mickaël Latour à la 90e minute. Mais il est désormais trop tard. Granville s'impose contre Saumur. Malheureusement, Granville est relégué en National 3. Ça savait très bien que c'était... fallait qu'on gagne sans s'occuper de ce qui pouvait se passer à Dinan, le Poitiers. Voilà, maintenant Poitiers a fait le job. Moi je le dis, on en a parlé avec les joueurs, c'est pas sur la deuxième partie qu'on a perdu le championnat et le maintien, c'est la première. On a fait que 9 points, j'ai des matchs qui me restent en tête, Avranches à l'aller, Poiret à l'aller, où déjà on ne doit pas perdre, on doit prendre quelques points, mais bon, être à 9 points en décembre et pouvoir exister jusqu'à la fin de saison, et voilà, ils ont fait le job les gars. C'est vrai que ça fait bizarre de gagner et d'être triste. Mais oui, voilà, on finit sur une bonne note, on peut dire ça comme ça, même si, comme je l'ai dit, c'est décevant puisque il n'y a pas eu le scénario qu'on souhaitait. Maintenant, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. On savait très bien que ça n'allait pas se jouer ce soir. On avait une petite chance ce soir, mais voilà, on ne va pas refaire non plus tous les matchs. Mais s'il avait fallu avoir quelques petits points en première partie de saison ou d'autres, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est comme ça, c'est le football, voilà, bravo à Poitiers, eux ils ont réussi à avoir cette victoire chez eux. Tant pis, il ne faut pas tout jeter non plus à la poubelle, maintenant place aux vacances et puis il faudra remonter l'année prochaine.
Et oui, malheureusement, beaucoup de regrets à l'issue de cette saison. Les Grandvillais qui vont échouer d'un petit point, eux qui étaient revenus d'assez loin lors de la deuxième partie de saison. Les Grandvillais qui évolueront la saison prochaine en National 3, qui retrouve le 5e échelon. Évidemment, on continuera à suivre ce qui va advenir de l'US Grandville. Il va falloir aussi surveiller ce qui se passera lors de cet été. Les Grandvillais qui terminent premier relégable. On ne sait jamais, il pourrait y avoir des repêchages. Si c'est vrai en National 3, c'est certainement vrai en National 2. Mais en tout cas, dans les têtes, il va certainement falloir se préparer à un retour par la case National 3. Bon courage à nos amis Grandvillais. Il y avait 2 autres matchs ce week-end à suivre. Le dernier match de la saison pour l'AS Villers à domicile. L'AS Villers qui va fusionner avec l'AS Trouville-Deauville la saison prochaine. L'AS Villers qui recevait Wascal du côté de l'US Avranches. Le dernier déplacement de la saison conduisait les Manchois du côté des Herbiers. Voici ce qui s'est passé lors de ces 2 rencontres. Malheureusement, nous n'avons pas les images à vous montrer du dernier déplacement de l'US Avranches Mont-Saint-Michel sur la pelouse des Herbiers. À la mi-temps, ça faisait 0-0 entre les deux équipes. La décision s'est faite en seconde période avec des buts de Sheldon Guillaume et de Sambali Keita pour les Herbiers qui terminent donc deuxième de ce championnat de National 2 dans le groupe B. L'AS Villers qui veut terminer sa saison comme elle a commencé, avec des sourires et avec une victoire face à Wascal. Mais ce sont les visiteurs qui donnent le coup d'envoi et le premier frisson dans la surface de réparation avec ce bon crochet. Cette frappe repoussée une première fois par le poteau, la reprise est repoussée par Gaëtan Boiroux. La réponse de l'AS Villers ne va pas se faire attendre avec Oumar Kounté qui prend le ballon, joue un 1-2 avec son numéro 10, Thierry Lemaître. Le 1-2 est parfait, le crochet l'est tout autant. Et ensuite, c'est l'ouverture du score de Oumar Kounté qui signe là sa 8e réalisation cette saison. On revoit au ralenti, le crochet est parfait devant le gardien, la finition ensuite est facile. 1-0 et cela va décomplexer les joueurs de la Côte-Fleurie avec ce très beau mouvement collectif et le petit lob qui termine malheureusement derrière le but. Il y aura bien une dernière occasion dans cette première période avec Thierry Lemaître qui aurait peut-être pu la jouer collectif, mais c'est arrêté. Au retour des vestiaires, Villers qui continue d'attaquer avec ce bon crochet, cette frappe enchaînée de Oumar Kounté qui frôle le cadre. Et Villers qui va continuer d'attaquer à l'image de cette action avec ce ballon qui traîne dans la surface. La frappe qui est repoussée une première fois, puis une seconde fois. Et ensuite qui manque le cadre. On pousse en tout cas. On notera l'entrée en jeu de Julien Grégoire pour ses premières minutes en National 3. Quelques minutes plus tard, bien lancé en profondeur. C'est Stéphanas Kamunji qui est victime d'une faute et qui va être expulsé sur le coup franc qui suit. Le ballon est repoussé une première fois. La frappe ensuite. Manque de canne, mais ce n'est que partie remise. Puisque quelques minutes plus tard, Thierry Lemaître, bien lancé en profondeur, va la jouer cette fois très collective et va signer une seconde passe décisive dans ce match. Cette fois, c'est pour Dembadia. Ça fait 2-0. Le but du break est fait et le but de la victoire également. On en restera là. C'est une victoire 2-0. Une victoire 2-0 comme le premier match pour cette saison qui restera, quoi qu'il arrive, historique pour le club de l'AS Villers. Il est temps désormais d'écrire une nouvelle page pour le club. L'heure du dernier bilan de National 2 a sonné avec malheureusement la défaite 2-0 de Avranches, mais la victoire 3-1 de l'US Grandville en haut du classement. On notera la victoire du Stade Briochin 4-3 face à Saint-Privé Saint-Hilaire, le Stade Briochin que l'on retrouvera l'année prochaine en National. Les Girondins de Bordeaux, eux, se sont inclinés 2-0 à Locminé et le Stade Poitevin qui l'emporte à domicile 3-1 face à Dinan-Léon et qui se sauve. On va le voir tout de suite au classement. Donc le Stade Briochin qui termine en tête devant les Herbiers avec 4 points d'avance. L'US Saint-Malo complète le podium. Dans la deuxième partie du classement, cette victoire du Stade Poitevin leur permet d'accrocher la 13e place, de la conserver du moins, et donc de se maintenir en National 2. L'US Grandville est dans la zone rouge. Dans le groupe C, la victoire de l'AS Villers 2-0 pour finir cette saison historique sur une bonne note. Mais on notera la balade de Balagne, 8-2 face à Aubervilliers. Un score fleuve, tout comme l'US Chantilly et BSM, 3 partout. On a vu des gros scores dans ce groupe C de National 2 pour la dernière. Au classement,
C'est le FC Fleury 91 que l'on va retrouver en national la saison prochaine avec 6 points d'avance sur le FC 93 Bobigny. Dans la seconde partie du classement, malgré sa dernière victoire et malgré ses 23 points, c'est l'AS Villers qui termine lanterne rouge. Voilà, c'est la fin de la case nationale 2. Merci à tous les clubs, à nos 3 clubs de N2 pour leur rapport tout au long de cette saison. Ça a été un plaisir de vous couvrir. On passe tout de suite à l'épisode national 3. Évidemment, beaucoup de choses à vous raconter en lien avec ce qui s'est passé ce soir au stade Pierre-Comte notamment. D'ici quelques instants, les invités qui vont se succéder, mais on va mettre fin au suspense tout de suite. Il y a malheureusement eu un épilogue assez regrettable pour l'AF Virois, regrettable, assez à nuancer, vous le comprendrez d'ici quelques instants, mais les Virois ne retrouveront pas le National 2 à l'issue de cette saison, battus par Cesson. On va commencer par le film du maintien d'ailleurs, puisque les Virois étaient liés de près au destin du FC Flers en déplacement du côté de Lorient. Le FC Flers qui malheureusement n'a pas réussi d'exploit. Je vous propose tout de suite de découvrir minute par minute ce qui s'est passé parce que oui, on y a cru, que ce soit du côté virois ou du côté flérien. 26e et ultime rendez-vous de la saison et la donne est simple. Si l'AF Virois veut monter en National 2, il faut l'emporter. Espérer que le FC Lorient contre Flers n'en fasse pas de même. Le FC Flers doit s'imposer si dans le même temps Ergué Gabéric s'impose contre Saint-Lô. Les Virois à domicile qui vont être les premiers à se mettre à l'offensive avec ce bon coup franc frappé par Jordan Perrier, repoussé par le portier de Cesson. Les Saint-Lois à l'offensive du côté d'Ergué Gabéric, bien que Lanterne Rouge est déjà relégué. Les hommes de Guillaume Maillot veulent finir sur une bonne note. Ce sont eux les plus incisifs dans ce début de match, mais ça ne passe pas. Les Virois derrière qui auraient certainement dû bénéficier d'un penalty sur cette main dans la surface. Le score va en rester à 0-0. Premier chamboulement dans cette soirée. Une mauvaise nouvelle pour le FC Flers puisqu'Ergué Gabéric marque le but du 1-0 par Fabien Prat. Les Saint-Lois de haut mur, les Flériens obligés désormais d'ouvrir la marque du côté de Lorient. Ça va de mal en pis pour les Manchois puisqu'Ergué Gabéric vient doubler la mise quelques instants plus tard. Sullivan Lenoc qui met son équipe en bonne posture pour le maintien. Le retour du côté du stade Pierre-Comte est l'un des buts les plus étranges de la saison pour l'AF Virois qui voit son avenir peut-être s'illuminer avec cette frappe invraisemblable. C'est même pas une frappe de la part de Lucas Boudonné, c'est contré. Le rebond qui prend le gardien, on en vient à regretter d'avoir arrêté le décompte de notre top but de la saison. Vire mène 1-0 et à ce moment-là, vous voyez les Virois passent en tête virtuellement du classement puisque Flers résiste dans le même temps au FC Lorient. C'est du côté d'Ergué Gabéric qu'il faut désormais se diriger avec les Saint-Lois qui ne sont pas loin de réduire l'écart. Vient alors le tournant à Pierre-Comte. Hugo Bretagne a reçu un coup de boule très certainement. L'arbitre n'a rien vu, le joueur de Chatou le lui fait remarquer avec trop de véhémence. Deuxième carton jaune, exclusion et Vire qui va à la stupeur générale. Devoir jouer toute une période. À 10 contre 11, les Virois qui restent à la mi-temps virtuellement promus en National 2 mais qui sont au devant d'un énorme défi lors du deuxième acte qui s'ouvre. Les joueurs de Saint-Lô de leur côté tentent toujours désespérément de réduire la marque, ce qui rendrait un fier service au FC Flers, toujours tenu en échec à Lorient. Mais ça ne veut pas sur les multiples offensives, ça ne veut pas. Mais la bonne nouvelle, à la fois pour Vire et pour Flers, bien sûr, c'est le penalty de Ralph Couturier à la 55e minute. Flers mène 1-0 chez le leader qui voit désormais sa montée en National 2 fortement contrariée. Dans le même temps, Guingamp mène à l'extérieur. À ce moment-là, les Virois possèdent 2 points d'avance sur les 2 réserves professionnelles bretonnes. Retour à Ergué Gabéric où les Bretons vont assommer la partie. Sullivan Lenoc à la 56e minute s'offre un doublé. Désormais, c'est clair. Flers doit conserver à tout prix son avantage pour ne pas descendre. L'AF Virois qui va désormais subir les assauts de Cesson, Sévigné, l'arrêt de Louis Deschâteaux. Vous allez le voir, il sera une fois de plus déterminant, l'ancien portier du Stade Malherbe. Malheureusement, il ne pourra rien sur ce corner, la pression est trop forte. Ronan Astier, le capitaine à la 63e minute de jeu qui vient tout chambouler dans la course à la montée. L'égalisation de Cesson, les Virois qui se font surprendre sur coup de pied arrêté et qui doivent désormais tout refaire. À ce moment-là, clairement à Pierre-Comte, il flotte comme un parfum de fin de rêve. Les Virois qui se retrouvent dos au mur. On revoit ce but marqué par Ronan Astier, une jolie reprise du pied gauche. Louis Deschâteaux ne peut rien.
Vire dégringole alors de 2 places, se retrouve 3e, mais vous le voyez, les 3 formations se retrouvent à égalité de points, 49. Mais c'est Lorient qui est en position de monter. Les Lorientais qui vont même se mettre en meilleure posture puisqu'ils vont égaliser à la 65e minute par Enzo Janton à l'affût là sur ce ballon mal repoussé par la défense. Lorient qui garde sa place de leader mais qui prend un point d'avance sur l'AF Virois. Ça ne change pas grand chose pour les pensionnaires de Pierre Comte qui sont obligés de reprendre l'avantage pour reprendre virtuellement la place de leader, et ils vont croire justement à cette place de leader sur cette reprise incroyable de Valentin Aumont sorti du banc. C'est repoussé par un joueur de Cesson miraculeusement, et derrière on croit que tout s'effondre. La faute de Stanley Boucaud qui rapporte un penalty à Cesson. Louis Deschâteaux doit évidemment sortir le grand jeu si Vire veut encore espérer grimper, et il va y parvenir. Le gardien est héroïque dans cette partie, Louis Deschâteaux, en 2 temps qui repousse le danger. Vire est toujours en capacité de monter. Les Virois qui se ruent désormais à l'attaque. Les changements ont été offensifs du côté des frères Théo. Lohan Ledo sur cette reprise manque le cadre. Vire est à l'attaque, mais Vire s'expose aussi à des contres, et malheureusement celui-ci va être fatal. 88e minute, Aurélien Digbeu conclut le contre, offre le but du 2-1 pour Cesson, et évidemment vient mettre fin aux espoirs de promotion des joueurs virois complètement abattus, mais qui étaient encore en très bonne posture. Ils étaient à 1 but à la 88e minute de se retrouver leader. Du côté de Lorient, Flair doit à tout prix reprendre l'avantage pour se sauver. Malheureusement, c'est l'inverse qui va se produire. Tout s'effondre pour les Normands. Enzo Janton, 86e minute, qui expédie une magnifique frappe qui change tout et qui fige le classement définitif. Lorient terminera premier, Guingamp deuxième. Vire doit se contenter de la 3e place. Le National 2 pour les Bretons revoit ce but. Ce sera le score final, 2-1. Flair qui se retrouve relégué malheureusement en Régional 1. Le coup de massue est dur de son côté. Saint-Lô qui va s'incliner 3-1 malgré un penalty repoussé. Les Saint-Lois qui vont marquer par Joël Lembo. Et enfin, ça se termine du côté du stade Pierre Comte dans la déception. Vire évoluera en N3 la saison prochaine. Voilà, malheureusement, il n'y aura pas de montée à la clé pour l'AF Virois à l'issue de cette saison. En cas cela ne tienne, Christophe Lécuyer nous a rejoint, le président de l'AF Virois. Il y a de la déception ce soir, mon cher Christophe, mais j'imagine que c'est quand même atténué d'une certaine manière par ce qui s'est passé et par le résultat lorientais. Je dirais qu'il y a de la déception, mais il y a moins de regrets que si Lorient avait été accroché par Flair, parce qu'on s'en serait terriblement voulu de ne pas avoir fait le boulot. Là, on se dit que même si nous nous étions imposés ce soir, ça n'aurait pas été suffisant. Donc la montée, en tout cas, si on la perd, c'est pas ce soir. C'était pas l'objectif premier du début de saison. Donc évidemment, là, tout de suite, un peu de déception, parce que quand vous êtes à 1 point de la première place, à 1 ou 2 journées de la fin, vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose d'incroyable qui vous attend. Finalement, voilà, avec un tout petit peu de recul, je suis convaincu que dès demain, on retiendra avant tout cette saison fantastique qu'on a vécue ici, avec ce groupe incroyable, avec le staff qui a réussi à remettre cette équipe sur une dynamique exceptionnelle. Et voilà, on a vraiment vécu des très bons moments cette année. Donc, on finit sur le podium d'un championnat qui était très très difficile. Donc voilà, avec un tout petit peu de recul, j'ai déjà envie de retenir avant tout le positif de cette saison. Et l'arrivée forcément de Tony et de Robin sur le banc l'été dernier, forcément a fait parler, c'était la fin d'un cycle de votre côté, l'entame plutôt même d'un nouveau avec eux. Bon, c'est vrai que si on prend du recul et qu'on voit ce qui s'est passé et on se rend compte que ça fait qu'1 an qu'ils sont là, ouais, c'est vrai qu'il y a de quoi bâtir autour de ce binôme-là. Il est évident qu'on a envie de continuer avec eux. Moi, je suis très clair, le mérite de cette saison leur revient. Voilà, c'est toujours difficile de remettre un groupe qui a quand même été d'une manière ou d'une autre traumatisé par une relégation sur une dynamique comme celle-ci. Donc le mérite leur en revient, à eux principalement évidemment, à leur staff, aux joueurs, parce qu'on a eu un groupe exceptionnel cette année. Ça fait partie des meilleurs groupes que j'ai connus en 10 ans ici. On avait vraiment, au-delà des bons footballeurs, on avait des garçons exceptionnels avec qui on prenait un plaisir au quotidien. Donc oui, bien sûr, on a envie de s'inscrire dans la durée. Vous savez, ici, on n'a pas pour habitude de faire des mandats de courte durée avec les entraîneurs. Le précédent, Cédric Ouaro, avait fait 7 ans. On avait vécu des moments incroyables, et j'espère bien qu'on en a encore des grands moments à vivre, évidemment, avec Robin et Tony. En tout cas, le petit mot de la fin, président, la Virois va rester un acteur, j'imagine, ambitieux de ce championnat. L'idée l'année prochaine, c'est, alors sans annoncer peut-être une montée, on va déjà finir cette saison, on l'a digéré, mais l'idée, ça va quand même être de jouer les premiers rôles.
Ouais, alors déjà j'ai une pensée pour mes collègues présidents qui ont vécu une soirée difficile ce soir. Parce que vous savez, moi on fanfaronne pas, on est très heureux de finir sur le podium, même si on aurait préféré monter. Mais moi je fanfaronne jamais parce que vous savez que c'est le sport, c'est le foot. Il y a des années où tout tourne dans votre sens, et puis il y a des années où c'est plus compliqué. Donc évidemment, j'ai une pensée évidemment pour Benjamin à Granville, pour David à Flers, pour Thibaut à Saint-Lô, évidemment pour nos amis des PTT, enfin pour tous ceux qui ont connu des saisons difficiles, parce que ça fait partie du foot, ça arrive. Donc on va s'estimer heureux d'être encore en National 3 la saison prochaine, dans un groupe qui sera encore extrêmement relevé. Et on essaiera de faire aussi bien. C'est difficile parce que quand vous finissez 3e, faire aussi bien, voire mieux, c'est finir à nouveau sur le podium. Donc, mais je sais que dès demain, avec le staff, on va être retourné vers l'exercice prochain. Et puis quand on voit encore ce soir 1200 personnes à Pierreconte, on se dit que Vire est une ville de foot. Donc ça nous redonne de l'énergie pour bâtir une équipe compétitive et aller chercher encore de belles choses demain et vivre des moments comme celui de ce soir ici de la saison prochaine. Merci Christophe, on va recevoir Tony d'ici quelques instants, mais ce que je vous propose c'est d'avancer dans ce débrief. On a vu ce qui s'est passé dans le groupe C, on va se tourner désormais vers le groupe D, où tout était joué, Christophe, avant cette dernière journée. Mais qu'à Saint-Étienne, il y avait un derby entre le SUDIF Cabourg et la SPTT Caen, vous les avez cités il y a quelques instants, la SPTT Caen qui espère accrocher la 11e place. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans les championnats, pourquoi pas des repêchages. Voici pour vous le résumé de ce dernier derby d'envoi de la saison dans le groupe D. Le SUDIF Cabourg et la SPTT Caen terminent leur saison au stade Heurtemat par un derby, mais avant la rencontre, il y a eu un hommage pour le père de Kevin Marin qui est décédé dernièrement. On présente bien entendu nos condoléances à toute la famille et à ses proches. Le coup d'envoi a été donné par les PTT, un match qui peut sembler sans enjeu, étant donné que les PTT, eux, sont condamnés à la relégation et que le SUDIF Cabourg n'a plus rien à jouer. Mais il y a quand même une 11e place à décrocher pour les Canets qui se montrent dangereux. Une 11e place qui pourrait être synonyme de repêchage. Mais attention à la réaction du SUDIF avec ce bon sacrifice de la défense cannaise et les Canets que l'on va retrouver avec Nicolas Camillo en profondeur, et il faut la parade de Maxime Verrier. Quelques minutes plus tard sur corner, c'est le capitaine Léo Hamel qui vient ouvrir le score et permettre au PTT Caen de prendre l'avantage dans cette rencontre. Léo Hamel qui est éligible à nos trophées du National 3 dans la catégorie meilleur milieu. La réaction d'Yves avec cette frappe captée par le Viennois. La réaction et la réponse de Léo Hamel pour cette frappe captée en 2 temps par Maxime Verrier. Maxime Verrier lui aussi dans la catégorie meilleur gardien. Au retour des vestiaires, il y a cette frappe qui frôle le cadre. Et quelques minutes plus tard, c'est Alban Bécombo qui prend le dessus sur la défense. Et ce petit ballon qui frôle la transversale. Les PTT qui continuent d'attaquer avec Maxime Rouanel rentré en jeu qui vient buter sur Max Verrier. Maxime Rouanel qui joue lui aussi son dernier match puisqu'il raccroche les crampons. Dans les dernières minutes, il y a un corner. Maxime Verrier est monté. On n'est pas loin du plus beau but de la saison. Le danger qui va revenir avec ce centre, cette reprise. Une première fois manquée, puis une deuxième fois contré. Le ballon qui va revenir. Centre en première intention. Le ballon qui est repoussé. On estime que ça a franchi la ligne du côté d'Yves. Mais sur la relance, c'est Samy Labis qui va récupérer ce ballon. Faire parler sa technique, défier Maxime Verrier et transformer dans le but vide. 90e minute de jeu, le break est fait pour les PTT qui peuvent espérer un repêchage en terminant donc à la 11e position. Il y aura un dernier coup d'envoi pour la forme, mais on en restera là. Victoire donc 2-0 des Postiers qui, avec cette victoire, peuvent s'accrocher à un dernier espoir. La victoire de l'espoir peut-être pour la SPTT Caen qui s'impose donc 2-0 du côté de DIF Cabourg. Possibilité d'être repêché ou non, on le découvrira d'ici quelques semaines. Ce qui est certain, c'est que la DNCG risque de sévir ces prochaines semaines. Donc il faudra forcément surveiller, que ce soit pour Granville, pour la SPTT Caen. Les premiers relégables doivent rester attentifs.
On avait annoncé Tony Théo pour nous rejoindre. Robin Théo est aussi avec nous. Messieurs, merci d'être avec nous pour conclure cette saison. Bon, c'est la même chose. Je vais commencer par la même question qu'avec le président. Il y a de la déception, forcément, j'imagine. Mais bon, quand on regarde ce qui se passe du côté de Lorient, finalement, c'est peut-être mieux que ça se termine comme ça que de gagner pour rien. Robin, c'est toi que je vais lancer. Ouais, bah t'as résumé. Je pense qu'on a moins de regrets à la fin du match en voyant le résultat de Lorient. Voilà, en tout cas, on a tout donné pour cette dernière journée devant notre public. Voilà, on a poussé jusqu'au bout. Voilà, malheureusement, ça se fait pas cette année, mais voilà, on retient que du positif et que c'est une très belle saison réalisée par l'AS Virois. Nous, on va pas forcément vouloir rester sur ce match-là. On a fait un petit peu le bilan avec le président il y a quelques instants. Il a expliqué sa volonté et son souhait de pouvoir continuer avec vous après une très belle saison passée, que ce soit au niveau du staff, au niveau du groupe de joueurs. Voilà, quand on a terminé une saison comme celle-ci, là ça va être pour toi Tony, qu'est-ce qu'on a envie de se dire et comment on visualise déjà la saison prochaine? L'idée c'est d'être encore plus ambitieux peut-être. On verra, une saison ne fait pas l'autre non plus. On était parti pour n'avoir pas forcément d'objectif précis dans ce championnat et puis on s'est prêté au jeu tout au long de la saison en accrochant toujours le bon wagon et en finissant très fort, en étant à un point du premier jusqu'à la dernière journée. Donc on retient vraiment un bilan très positif. Nous, de notre arrivée, avec le groupe qu'on a constitué, voilà, on a su recréer une dynamique au sein de l'effectif, au sein du club aussi. Et puis quand je vois encore le nombre de personnes qui se sont déplacées cet après-midi pour voir ce match, je pense que la saison est plus que réussie. Ouais, l'idée, ça va être en tout cas d'inscrire une forme de continuité. Alors je sais pas si vous avez eu l'occasion déjà d'y penser ou si on est à fond dans cette saison-là, mais j'imagine qu'il y a quand même une ossature qu'il va peut-être falloir essayer de conserver. On va essayer, là, on va maintenant s'attacher là dans les prochains jours, les prochaines semaines à forcément rencontrer les joueurs et puis à se projeter vraiment sur la suite parce que y a des clubs qui ont déjà pris un peu d'avance parce qu'ils n'ont plus rien à jouer depuis 3-4 semaines. Donc voilà, maintenant on va nous aussi rentrer maintenant dans la danse et pouvoir préparer l'avenir, mais forcément oui, on va vouloir s'appuyer sur ce qui a été bien fait en remodelant aussi l'effectif sur quelques retouches pour forcément l'améliorer et essayer de faire mieux l'année prochaine. Quand on regarde ce qui s'est passé sur cette saison, ça aussi c'est quelque chose qu'a évoqué le président il y a quelques instants. Il n'y a pas de montée, mais on est peut-être finalement pas si mécontent de se dire qu'on a renouvelé le bail en National 3. Alors je sais qu'il y a la descente de Flers, vous, qui va vous toucher, parce que c'est votre ami Tony Rouillon et son groupe qui n'ont pas réussi à se sauver sur cette dernière journée. Ouais, j'imagine que quand on voit Robin la casse qu'il y a pu y avoir à l'échelle du football normand, on se dit qu'on n'est pas si mal loti peut-être avec un podium. Ouais, on l'a dit depuis le départ, on avait des équipes qui redescendaient pas mal de N2 dans ce championnat-là. Après, la satisfaction, c'est aussi d'être le premier club amateur dans cette poule. Je crois qu'avec 5 points d'avance sur Milizac. Donc on se bat quand même avec des clubs UP de Ligue 1 ou de réserve de Ligue 2 qui jouent les premiers rôles, qui sont certainement avec 7-8 séances dans la semaine. Donc voilà, nous on est avec nos petits moyens dans ce championnat, on a bien existé et ça c'est une satisfaction pour nous et pour le club. La dernière petite question, alors on n'est pas forcément dans les réjouissants, je suis désolé, mais vous avez été des figures de l'US Granville qui malheureusement ne s'est pas sauvé non plus dans cette journée. Bon, ça inspire quoi? Il y aura des retrouvailles certainement la saison prochaine, à moins encore une fois qu'il y ait des repêchages. Mais j'imagine que voilà, vous avez gardé ce club quelque part dans votre cœur. Tony, c'est quoi le sentiment? Forcément, oui, une déception aussi. On y croyait aussi fortement depuis leur redressement là, au mois de janvier, février, mars, et puis ils ont fini aussi très très fort. Ils l'ont encore prouvé ce soir en gagnant leur match. Donc bon, ça se joue pas sur ce match-là malheureusement. Ils ont payé un petit peu leur mauvais début de saison, mais forcément oui, c'est une déception pour le club, pour les gens qui y travaillent et les bénévoles du club. On pense fortement à eux. Maintenant voilà, comme tu l'as dit aussi, je pense que la DNCG peut faire très très mal aussi, et j'espère de tout cœur qu'il puisse être repêché. Écoutez messieurs, on va en rester là pour cette saison. Félicitations d'avoir accroché le podium dans ce groupe pour votre première saison à la tête de l'AS Virois, une équipe, on le rappelle, qui descendait de National 2. C'est jamais simple de stabiliser l'appareil. Vous avez réussi, vous n'avez pas réussi le redécollage finalement pour quelques points, mais en tout cas félicitations à vous. Merci pour votre accompagnement tout au long de cette saison. Merci tout particulier, on va en profiter à Paul Gazangel et à Quentin Travers, je vais y arriver. Merci à Paul Gazangel et à Quentin Travers pour leur aide toute la saison. C'est eux qui nous envoient les images, c'est Paul qui filme, c'est Quentin qui nous envoie les images. Merci du fond du cœur. Messieurs, on va enchaîner dans ce débrief. Il reste le pêle-mêle du groupe D à vous montrer. Que s'est-il passé dans les autres rencontres du week-end dans la poule D? Voici la réponse en images.
Duel de réserve au pied du stade d'Ornano, le stade Malherbe qui reçoit la réserve de l'AC Ajaccio. Ça va bien commencer pour les rouges et bleus avec ce but de Noah Lapis-Pouchard dès la 2e minute. Il ne fallait pas arriver en retard. Les Canets qui ont un petit enjeu, celui d'aller chercher une place dans la première moitié du tableau et de devenir la 2e meilleure formation du groupe derrière le CMS Wassel. Malheureusement, leur avantage va être réduit à néant sur cette tentative dans un premier temps repoussé, mais Zied Beltaïef à la 20e minute permet aux joueurs de Lille de Beauté de recoller ce match qui va se jouer dès la première période avec ce penalty réussi en 2 temps par un certain Alexis Beka qui permet à Malherbe de s'imposer 2-1 pour son dernier match de la saison. Le stade Malherbe qui réussit son défi d'intégrer la première moitié de tableau. L'US Alençon termine sa saison à Bastia avec un groupe restreint. Seulement 13 joueurs ont participé au déplacement en Corse. Et à la demi-heure de jeu sur ce corner, c'est Donovan Bassé qui reprend ce ballon de la tête et qui vient tromper Romain Enquincan. Ça fait 1-0. On revoit ce ballon repris au premier poteau. Au retour des vestiaires, c'est Yaria Batili qui se présente face au gardien alençonnais et qui vient doubler la mise. 2-0 donc après 49 minutes de jeu. Et à l'heure de jeu justement c'est Yaria Batili encore qui vient signer un doublé. 61e minute de jeu plus exactement. Et ce petit cafouillage, on essaye de voir, de distinguer. C'est pas évident sur les images, mais cette sortie de Romain Enquincan, on en restera là. Victoire 3-0 donc de Bastia. À l'heure d'aller terminer sa saison du côté de Saint-Ouen-l'Aumône, le CMS Wassel reste sur une folle série de 7 victoires de rang. Ça commence mal du côté de Saint-Ouen, mais Steven Yabouzélé sort le grand jeu sur ce penalty. Malheureusement pour lui, il n'a fait que repousser l'échéance puisque sur cette offensive, le centre réussit à trouver preneur Ousmane Diané qui permet aux joueurs franciliens d'ouvrir la marque dès la 11e minute. Voilà Wassel mené au score et c'est pas si fréquent ces derniers temps, les Océliens qui ont de la ressource, qui vont se montrer offensifs mais qui malheureusement sur cette situation ne vont pas réussir à recoller. On est toujours en première période, ce sont les hommes de Draman Dilin qui font le jeu mais qui se montrent étonnamment maladroit pour ce dernier rendez-vous de la saison. On est en 2e période, Adama Sidibé qui a réussi à jouer les pivots, à trouver une solution. C'est lui qui est à la conclusion et qui vient marquer son 17e but personnel qui lui permet de devenir co-meilleur buteur du championnat à égalité avec Matteo Mendy. Ce n'est pas rien, 74e minute. L'égalisation de Wassel qui ne va malheureusement pas tenir la distance. Ils sont invaincus depuis le 11 janvier, c'est aussi à signaler. Les pensionnaires de Marcel Billard qui vont se faire surprendre sur ce mouvement. Michael Lawton marque le but de la victoire pour Saint-Ouen. Qu'importe, Wassel a réussi une superbe saison. La Gécamp Football s'offre une dernière danse à Venoix avant de retrouver l'élite régionale. Et les hommes de Félix Legras, Hervé Savarog vont ouvrir le bal avec Abdelmajid Aïtwissi dès la 3e minute de jeu. Le crochet est parfait, la frappe est magnifique. Ça fait 1-0 dans une rencontre qui part sous les meilleurs auspices. Mais à la 16e minute de jeu et sur corner, c'est Djibril Attab qui vient remettre les deux équipes à égalité en reprenant ce ballon de la tête au second poteau. Magnifique tête qui vient tromper la défense cannaise. Au retour des vestiaires et plus précisément dans le dernier quart d'heure, il y a ce penalty bien obtenu. Penalty que va transformer Romain Gossenet. Ça fait donc 2-1. La Gécamp qui reprend l'avantage et qui retrouve le sourire pour cette dernière en National 3. Il y aura une dernière opportunité pour l'AS Chatou, mais personne ne reprend ce coup franc. On en restera là, c'est une victoire 2-1 et des sourires sur les visages cannés. Et il va rester un dernier match à vous proposer. C'est lui qui va venir clôturer cette saison. On met les champions à l'honneur, le FC Dieppe qui recevait Croix ce week-end pour dire convenablement au revoir à un public de Jean Dasnias qui retrouvera ses protégés en National 2 la saison prochaine. Voilà le récit donc du dernier rendez-vous à domicile, le dernier rendez-vous tout court de la saison des Harengs. Il est l'heure pour le FC Dieppe de dire au revoir à son fidèle public du stade Jean Dasnias. L'objectif est évidemment de finir au mieux sur une victoire et sans surprise, les hommes de Djali Bekar sont à l'offensive. Cette
frappe se retrouve malheureusement repoussée. On est toujours dans le premier acte. Ce sont toujours les joueurs locaux qui font le jeu, les partenaires de Quentin Stockley qui trouvent cependant un excellent gardien sur leur route. On est arrivé dans le deuxième acte et il y a ce coup du sort, ce ballon mal négocié, surtout un attaquant particulièrement vif, Riyad Abbas, 48e minute, qui vient glacer un petit peu l'ambiance en ouvrant le score pour l'équipe de Croix, 1-0. Alexandre Lefebvre est foudrage, mais il ne peut pas grand-chose sur cette situation. Le portier diepois qui n'a pas énormément de travail dans cette partie et son partenaire offensif Salim Diaby se charge à la 68e minute de remettre les compteurs à zéro en inscrivant un fort joli but, le but du 1 partout, le 60e de la saison des Diepois. Les Diepois qui vont tenter d'enfoncer le clou dans les derniers instants. Ça ne va pas leur réussir malheureusement. On va devoir en rester là. Un but partout, ce sera le score final malgré les derniers efforts. Dieppe qui monte en National 2. Dieppe qui conclut sa saison avec 17 victoires, 6 matchs nuls, 3 défaites. Bravo évidemment aux joueurs de Djilali Bekar, à Djilali Bekar bien sûr, et à son staff. Et sans transition, on va enchaîner tout simplement sur le bilan définitif de cette saison de National 3 qui monte, qui descend. Vous allez tout savoir et tout découvrir. Et on passe en revue les résultats du National 3 pour la dernière fois de la saison dans le groupe C. Ça n'aura pas souri à nos clubs normands cette 26e journée qui voit Saint-Lô, Vire et Flers s'incliner. À noter les succès des 3 réserves professionnelles, Rennes, Guingamp et bien sûr Lorient qui envoie Flers en Régional 1 et qui surtout s'envole vers le National 2 qui retrouve le 4e échelon. On se rend compte de la performance des Virois, 3e donc à l'arrivée de ce championnat, qui ont réussi à s'immiscer au milieu des 3 réserves professionnelles. Le Stade Rennais occupant le 4e rang avec des points de pénalité. C'est à signaler dans le bas du tableau. Parmi les 4 relégués, on retrouve malheureusement 2 formations normandes. Saint-Lô, Lanterne Rouge, le FC Flers qui termine 12e. Les 2 équipes retrouveront le Régional 1 la saison prochaine. La victoire de la SPTT Caen dans le groupe D en clôture de ce championnat face à un FUDIF Cabourg à bout de souffle. Le Grand Queville FC balayé par Bretigny 4-0 relégué. Le Stade Malherbe s'impose face à Ajaccio 2-1. Défaite de Wassel, victoire de l'AG Caen pour se donner du baume au cœur face à Chatou. Le revers 3-0 de l'US Alençon face à la réserve du SC Bastia. Qu'à cela ne tienne, le CMS Wassel termine 2e, fait un joli dauphin. Derrière, le FC Borgo promu à l'étage supérieur. La deuxième force normande de ce groupe, c'est la réserve du Stade Malherbe qui termine donc devant son homologue de Bastia, mais aussi devant l'US Alençon et le FUDIF Cabourg, finalement premier non relégable. La SPTT Caen, l'AS Chatou, le GQFC et l'AG Caen retrouveront le Régional 1 avec la possibilité peut-être pour la SPTT Caen d'être rescapé, repêché. On le découvrira dans quelques semaines. Le FC Dieppe termine par un match nul, un but partout de son côté face à l'équipe de Croix. Les Diepois qui sont depuis de longues semaines maintenant assurés d'évoluer en National 2, ils terminent largement devant leurs 2 poursuivants, le LOSC et le Stade de Reims, encore des réserves professionnelles. Dans le groupe E, on connaît aussi désormais les 4 équipes reléguées, le RC Lens, la réserve qui espère, comme la SPTT Caen d'ailleurs, être pourquoi pas repêché, l'Entente Sanois Saint-Gratien, le RC Calais et la réserve du Valenciennes FC. Toutes ces équipes évolueront en R1. Et il est impossible pour nous de se quitter sans aller faire un petit tour du côté du classement des buteurs. Alors qui termine selon vous Pichichi normand cette saison? Et voici la réponse en images. Nous connaissons désormais le classement des buteurs définitifs et en National 2 c'est Noah Mupemba qui termine soulier d'or normand avec 14 réalisations devant Michael Latour, Idrissa Seydi et Oumar Konté, 3 joueurs à 8 buts, suivi de Kenny Herbin, Vincent Créin ou encore de Zourab Sopro Madze. Félicitations à tous nos buteurs. En National 3 c'est un duo puisque c'est Matteo Mendy et Adama Sidibé, buteurs ce week-end, qui terminent en haut de l'affiche. 17 réalisations pour les 2 buteurs. Mention spéciale au buteur virois qui a sans doute marqué un peu moins de pénalty que son homologue de Wassel. En tout cas, bravo messieurs.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, mais évidemment d'avoir suivi tous les autres, que ce soit cette saison ou lors des saisons précédentes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le lundi soir et de mettre en avant nos acteurs, nos clubs, de montrer forcément tous les efforts qui se jouent. On peut pas montrer les efforts de tout le monde, mais on essaie d'en faire en tout cas un maximum. Remerciements donc à tous les acteurs du championnat, à tous ceux évidemment qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de nos résumés hebdomadaires. Merci à Mathieu Billot pour sa confiance, à Foot Normand aussi, puis remerciements tout particuliers à mon acolyte Thomas Bèze, présent depuis maintenant 2 saisons à nos côtés. Merci à lui pour son professionnalisme. Nous on se retrouve certainement la saison prochaine pour de nouvelles aventures. C'est possible que le débrief évolue un petit peu, vous en saurez plus prochainement, mais en tout cas il est évident que Foot Normand continuera à couvrir de près les championnats fédéraux et nos équipes normandes engagées dans ces niveaux. Merci à toutes et à tous, profitez bien de l'été, ressourcez-vous et n'oubliez pas quand même les finales de Coupe de Normandie la semaine prochaine à découvrir sur Foot Normand, parce que le football en Normandie ne s'arrête jamais. Allez, salut!